Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour votre grand rendez-vous, votre moment d'échange, de débat, de rencontre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital, c'est celui de l'emploi dans le monde agricole. Car oui, on le sait, l'agriculture recrute et l'agriculture manque de bras. Une situation qui n'est d'ailleurs pas nouvelle, mais qui tente à être de plus en plus complexe et un problème de plus en plus délicat pour le monde agricole. Et il ne s'agit pas uniquement d'emploi dans les fermes, mais aussi dans les centres de sélection, dans les entreprises de recherche, dans les coopératives agricoles. Alors, qui recrute? Quel type de candidat? Quel type de main-d'œuvre est attendu dans les exploitations agricoles? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alors tout d'abord, en duplex de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Anne Tissot. Bonsoir Anne. Bonsoir. Bon alors, vous êtes sélectionné chez Florimond-Després et on va tout dire, vous attendez votre avion. Donc on va essayer de faire en sorte que vous ne loupiez pas votre avion, même si c'est un avion d'une compagnie étrangère. Anne Leca, bonsoir. Vous êtes directrice du développement du groupe France Agricole. Avec vous, on parlera un peu de la situation globale telle qu'un média référence comme la France Agricole la ressent en ce moment sur le monde de l'emploi. Xavier Thévenot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la section maïs-sorgho de SEMAE et directeur du développement durable de Syngenta. Tout à fait. Et Rémi Dumas, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Et votre cœur de métier, vous, c'est la viticulture dans l'Hérault. Exactement, bonsoir à tous. Heureux homme, puisque vous avez 4 mois où pour le moment le gouvernement américain devrait ne plus vous embêter avec les taxes. Pourvu que ça dure la belle aventure. Hein. Absolument. Alors Anne, je voudrais qu'on commence avec vous. Je disais que le monde agricole manque de bras, mais j'ai l'impression que c'est pas nouveau. Et j'ai l'impression par exemple qu'au salon de l'agriculture, c'est un discours qui revient régulièrement. On dit mais on n'arrive pas à recruter. Alors comment vous expliquez ça? Et d'abord, est-ce que c'est aussi grave qu'on veut bien le dire? Alors c'est effectivement pas nouveau. C'est grave parce que c'est important pour chacune des entreprises, chacun des agriculteurs qui attend soit des salariés, des saisonniers, soit de nouveaux salariés. Donc c'est un moment important et effectivement le salon de l'agriculture catalyse ces attentes. C'est-à-dire que là, on a des jeunes, on a des moins jeunes d'ailleurs, qui passent sur le salon et c'est le moment de mettre en avant le fait qu'on recherche des personnels. C'est le moment de dire, de capter l'attention en fait de tous les gens qui passent, qui sont là, qui sont promeneurs, qui ne sont pas obligatoirement à la recherche d'emploi ou qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Et donc effectivement, que ça soit le groupe France Agricole, que ça soit la Prodema, que ça soit toutes les structures, notamment du machinisme, mettent en avant le fait qu'il y a une demande, une recherche de bras. Vous avez dit pour les saisonniers, et c'est le cas en ce moment, hein, ça va commencer. Donc les saisonniers, il y a énormément de demandes de la part des agriculteurs, mais c'est récurrent en termes notamment du machinisme, c'est-à-dire que les constructeurs ont besoin de nouveaux personnels. Et c'est vrai que quand on a un BTS en poche, quand on a en tant que jeune, on pense pas obligatoirement, on n'a pas le réflexe agriculture. Donc oui, c'est important, c'est un sujet récurrent et en même temps, il y a peut-être plus de chances aujourd'hui qu'il y a 2, 3, voire 5 ans. Rémi Dumas, l'emploi des jeunes, j'allais dire c'est votre cœur de cible, votre cœur de métier chez les jeunes agriculteurs. Habituellement, au Salon international de l'agriculture, il y a un stand où justement vous allez au-devant de ceux qui pourraient être intéressés par vos métiers. Comment on explique que ça marche ou pas? Que finalement, il y a encore ces vieux clichés sur l'agriculture? Je pense que c'est plusieurs choses. Bien sûr, il y a toujours ce cliché du paysan qui est dans sa campagne, tout seul, dans sa ferme, dans ses champs, etc. Alors que déjà, on est des citoyens comme tout le monde, on vit sur nos territoires, et l'agriculture est un métier, comme beaucoup, qui évolue tous les jours, qui évolue avec son temps. Donc l'agriculture est un métier moderne et un métier d'avenir. Le numérique, par exemple, où on fait beaucoup de pubs sur le numérique, l'agriculture se sert énormément du numérique et de plus en plus des nouvelles technologies pour aussi être plus performant,
pour être mieux socialement, c'est-à-dire que nous, on nous enlève aussi du travail pénible. Les tracteurs a été une révolution à l'époque et des tracteurs toujours plus performants pour avoir plus de facilité de travail, mais aussi être plus précis sur nos apports d'intrants phytosanitaires notamment, où on va aller mettre la bonne dose au bon endroit. Et ça, c'est important et c'est fascinant aussi d'évoluer avec son métier et tous les jours. Moi, depuis que je suis installé depuis 2014, j'ai déjà évolué alors à la marge petit à petit chaque année, mais voilà, on découvre une nouvelle technologie. Xavier Thévenot, quand je disais on manque de bras, on manque aussi de cerveau, parce que cette pénurie de main-d'œuvre, entre guillemets, ne concerne pas que les exploitations agricoles comme celle de Rémi Dumas, elle concerne aussi les grandes entreprises semencières, les grandes entreprises du machinisme agricole. Oui, tout à fait. On a beaucoup de postes à pourvoir dans les entreprises et dans les filières et on a du mal à attirer les jeunes. Donc ce constat, la filière l'a fait depuis notamment l'an dernier au Salon. On a eu un retour d'une étude très intéressante qui montrait que finalement la filière ne savait pas communiquer, elle ne savait pas véhiculer ses valeurs et l'intérêt de ses métiers, probablement parce que les canaux de communication pour toucher ces jeunes n'étaient pas les bons, et probablement aussi parce que l'émetteur de la communication, à savoir le GNIS devenu SEMAE, n'était pas reconnu comme pertinent ou ne répondait pas aux aspirations des jeunes. Donc fort de ce constat, on a intégré ça aussi dans le plan de filière de SEMAE. Vous savez que SEMAE a complètement revu sa gouvernance et son plan de filière, et dans le plan de filière, il est clairement inscrit à l'ordre du jour de retrouver ce lien avec les jeunes, parce que même s'ils ne sont pas forcément attirés par les métiers des semences, il y a beaucoup de sujets comme la transition agroécologique, la réponse au changement climatique, l'indépendance alimentaire, enfin la souveraineté alimentaire. Tout ça, ce sont des sujets d'intérêt pour eux. Donc il faut arriver à réconcilier les intérêts des jeunes qui sont vraiment très clairs et tous les métiers que la filière peut apporter. Et ça, on pense qu'une nouvelle campagne de communication, on y reviendra, absolument, sera une possibilité pour le faire. Anne Tissot, vous qui êtes sélectionneuse chez Florimond-Després, est-ce que c'est une situation que vous rencontrez également? Est-ce qu'on manque de compétences et de cerveau et de main-d'œuvre dans des entreprises comme celles que vous représentez? Oui, on a de plus en plus de mal de recruter. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend. En effet, des métiers techniques, surtout des postes d'assistants de sélection, des jeunes avec des niveaux BTS, licence. Alors souvent par manque de connaissance du métier, parce qu'en fait c'est un métier, comme l'ont dit tout à l'heure les personnes qui a évolué, qui est beaucoup moins manuel, qui demande de la technicité, de savoir utiliser les nouvelles technologies, des GPS maintenant pour conduire le matériel, des outils beaucoup d'outils informatiques. Voilà, c'est des métiers qui ont évolué et donc très mal connus souvent. Et moi qui participe beaucoup dans les écoles agricoles, souvent méprisé, alors que c'est pas du tout le cas. Être technicien en sélection, c'est un métier passionnant et on aide le sélectionneur à faire son travail. Donc en fait, il y a un métier, voilà, c'est vraiment, il y a des étages dans le métier de recherche et souvent mal connu. Donc il y a du boulot à faire là-dessus. Alors, Rémi, on a été voir un de vos anciens présidents, qui est maintenant député européen, Jérémy De Serle, et on a été lui poser quelques questions sur justement les enjeux de cet emploi jeune, de ces emplois dans le monde agricole. Voyez plutôt. Que diriez-vous à un jeune qui se pose des questions sur la pertinence de s'orienter professionnellement vers le monde agricole? Je lui dirais bien sûr de se lancer sans hésiter. Le monde agricole, peut-être contrairement à d'autres, accueille la jeune génération à bras ouverts. Car l'agriculture en a besoin pour assurer le renouvellement des générations, bien entendu, mais aussi pour innover, aller de l'avant. Mais s'orienter vers le monde agricole et y réussir nécessite en revanche d'être bien accompagné. La formation initiale et tout au long du parcours professionnel n'est pas à négliger. Il faut aussi savoir faire appel à tous les acteurs pouvant apporter de l'assistance et du conseil.
À l'heure où la très grande majorité des jeunes a grandi loin du monde rural et n'a plus la connaissance des productions agricoles que par les médias interposés, comment faire pour lever leurs freins et les aider à envisager leur avenir au sein des filières agricoles? C'est sûr que l'agriculture ne se résume pas à l'amour et dans le pré. Et les steaks hachés ne poussent pas sur des arbres. Pas de dénigrement de ma part ici, mais simplement un constat que l'écart ne cesse malheureusement de se creuser entre les villes et les champs. Pour encourager les jeunes à se tourner vers l'agriculture, l'information et la formation sont clés. Il y a du boulot à faire du côté orientation professionnelle pour remettre en bonne place les métiers de l'agriculture, qui ne se limite d'ailleurs pas à celui d'agriculteur. La filière semences, comme plusieurs acteurs du monde agricole, s'implique auprès des jeunes générations pour leur faire découvrir son univers. Elle le fait en engageant l'échange avec la génération Z, les fameux Digital Natives, à travers des campagnes digitales et sur les réseaux sociaux. Il est l'heure de se révéler pour leur faire découvrir des métiers en phase avec leurs aspirations sociales, environnementales et leurs nouvelles approches en termes de mode de travail. Pour vous, est-ce une bonne approche? Oui, bien sûr, la filière semences, comme bien d'autres filières agricoles, d'ailleurs, savent faire preuve de modernité et se réinventer sans cesse, en fonction des évolutions sociétales, bien sûr. C'est la meilleure façon de faire les choses pour ne pas rester sur le banc de touche, mais continuer à créer de la valeur et répondre surtout aux nouvelles attentes. La production agricole n'a pas de frontières. En tant que député européen, quelle place voudriez-vous donner au programme Erasmus dans l'enseignement agricole, qui aujourd'hui ne touche que 30% des établissements de formation agricole? Qu'est-ce que cela pourrait apporter à l'image de notre agriculture? Je le dis souvent au sein du Parlement européen, l'agriculture aujourd'hui souffre d'un mal, celui des standards de production agricole et alimentaire bien différents d'un bout à l'autre de la planète. Je pense qu'encourager les échanges à l'étranger, comme les échanges Erasmus par exemple, pour de jeunes agriculteurs en formation, est la meilleure façon de rendre le secteur plus attractif, de faire connaître à travers le monde la richesse de notre agriculture et de contribuer bien sûr à moins de disparités dans les pratiques agricoles, une meilleure harmonisation finalement. Voilà donc la parole de Jérémy Desserles, député européen La République En Marche et ancien président des jeunes agriculteurs. On parlait de l'image de l'agriculture auprès des jeunes. C'est vrai que quand on regarde par exemple des chaînes, des plateformes comme Netflix, des films récents comme le film de Guillaume Canet, alors tout le monde s'extasie en disant cette performance d'acteur de Guillaume Canet, fantastique, merveilleux. Mais quelle image déplorable de l'agriculture. On a juste envie de faire comme l'agriculteur, c'est de se tirer des balles et dire non, jamais, je vais plutôt aller travailler ailleurs. C'est pas ça le problème clé de l'agriculture aujourd'hui, cette image qui semble totalement décalée par rapport à la réalité, Anne? Alors, qu'il y ait une image décalée, comme le disait Jérémy Desserles, il y a une déconnexion des citadins et des agriculteurs, ce qui fait que le métier a été soit complètement martinisé, style Martine à la ferme, c'est-à-dire que on reste très en arrière, et puis ou alors carrément idéalisé, et dans ce cas-là, ça crée aussi des problèmes. C'est ce que disait Jérémy Desserles, voilà, c'est le bonheur est dans le pré. C'est le bonheur est dans le pré, mais qui est une très bonne émission par ailleurs, et je trouve qu'elle a bien aussi permis de se rendre compte que ces deux mondes pouvaient se rencontrer. Donc je suis très positive pour cette émission. Mais en revanche, effectivement, on voit bien que la seule rencontre, quelqueusement, c'est au salon de l'agriculture, et que les gens découvrent des choses où, effectivement, il faut un veau pour avoir du lait, etc. Donc il y a encore énormément de choses, et vous le disiez, Rémi, c'est que, en fait, toute la digitalisation, tout ce qui a, toute la modernisation, en fait, les gens ont un problème encore, et les jeunes quelquefois, pour se rendre compte que c'est hyper moderne, c'est hyper technique, et comme on n'est pas très technique en fait non plus en France, quelquefois c'est un petit peu compliqué. Mais le problème de l'image, en fait, il est très fort, et vous le disiez aussi tout à l'heure, et du coup ce problème d'attractivité, il est lié à l'image. Donc plus on montre des choses qui sont des agriculteurs qui sont au top, mais l'agriculture qui est véritablement hyper moderne, mieux ça ira aussi. Alors, dans quel secteur on recrute? Par exemple, Rémi, dans la viticulture aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de personnes, et dans quel secteur particulier?
Je pense que tous les secteurs ont besoin de main-d'œuvre, notamment le maraîchage et l'arboriculture, parce que c'est vrai que la viticulture, on a plus mécanisé maintenant, notamment la récolte, mais après, il y a beaucoup de travail. Je lance un appel, d'ailleurs, je cherche quelqu'un. Et pour se lancer dans le métier d'agriculture, vous avez aussi le service de remplacement qui existe. Donc là, c'est des agents qui sont mis à disposition des agriculteurs. Lorsque, par exemple, je suis là aujourd'hui, je suis syndicalement... donc j'ai des réunions, etc. Je peux me faire remplacer sur mon exploitation. Donc on a des jours comme ça et on cherche du coup du monde. Et ça peut être l'occasion aussi de découvrir nos métiers à travers ces quelques jours. Moi là j'ai 15 jours, je trouve personne malheureusement, alors que c'est du travail en plein air et quand même pas trop non plus fatigant. Mais donc oui, il y a de quoi faire et dans toutes dans toutes les filières. Donc après le problème qu'il y a, c'est qu'on montre pas toujours la bonne image de notre métier. On montre pas souvent la réalité. Alors la réalité, c'est qu'il y a des très bons moments et après il y a des moments un peu plus compliqués. Voilà, quand il faut y aller, qu'il fait mauvais, etc. Il faut quand même aller travailler. Ou dans l'élevage, c'est tous les jours que les animaux ont besoin de nous. Voilà, donc la réalité du métier, malheureusement, il n'est pas assez montré. Les bons comme les mauvais côtés. Et trop souvent, en fait, c'est soit on montre vraiment idéalisé le métier, soit on montre que la misère. Non, on a un métier qui est divers et varié et on en est très fiers. Et franchement, c'est dommage de ne pas montrer les bonnes facettes aussi de notre métier. Mais est-ce que vous me décrivez en disant il y a des bons jours, des mauvais jours, des coups un peu difficiles, etc. Moi, j'ai l'impression que vous me décrivez à peu près tous les métiers que l'on peut pratiquer en France. C'est pas spécifiquement des métiers agricoles. Il y a des jours où on n'a pas envie d'aller dans son usine voir son cadre. On a juste envie de mettre une claque à son contremaître. Enfin, c'est normal, c'est la vie. Pourquoi chez vous ça prend une proportion incroyable? Je sais pas, mais moi, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, on est des citoyens déjà comme tout le monde. On n'est pas à part. Et donc, on est un métier comme les autres, avec des bons et des mauvais côtés. Alors, quand vous êtes agriculteur et exploitant agricole, c'est vrai qu'on a un peu de liberté. Je dis plus qu'on est libre, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de contraintes. Malheureusement mises aussi par l'État, etc. Et notamment au niveau en France, parce qu'on est les champions du monde pour se mettre des bâtons dans les roues. Et il disait Jérémy d'harmoniser un peu l'agriculture au niveau européen, ça ferait pas de mal au niveau de la concurrence, etc. Mais on est quand même un peu libre aussi de notre emploi du temps. Il y a des jours où il faut y aller. Voilà, il y a des jours où la plante a besoin de nous, les bêtes ont besoin de nous, donc il va falloir mettre un grand coup. Et puis des fois, on a des moments un peu plus calmes. Et je pense qu'aussi la nouvelle génération n'est pas comme nos parents, nos grands-parents, où c'est à fond le travail, etc. Les jeunes maintenant, quand même, on aspire aussi à avoir une vie sociale un peu plus diverse, d'avoir des activités en dehors de nos exploitations, de voir du monde, de voyager, etc. On n'y arrive pas tout le temps. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir si dans 10 jours, 15 jours, on doit faire... Voilà, c'est compliqué un peu de prévoir à long terme, mais on arrive à se prendre quand même un peu de vacances, de prendre aussi du bon temps. Et je pense que c'est important, et c'est aussi la différence que peut-être la génération d'avant avait plus le culte de travailler tout le temps, de pas trop sortir, etc. Que nous, on a quand même une vie de jeunes comme tout le monde. Voilà aussi. Et vous pouvez aller dans les bars, enfin quand les bars vont rouvrir. Anne Tissot, quels sont les profils que vous recherchez aujourd'hui? Est-ce que ce sont forcément des jeunes qui sont issus du monde rural ou, je sais pas moi, un citadin qui se trouve une passion pour, je sais pas, pour les semences par exemple, peut venir travailler chez vous? Oui, justement, c'est un métier de passionné. Alors, on cherche pas forcément des jeunes du monde agricole, pas du tout. Parfois, justement, c'est peut-être des très bons éléments, des gens qui n'y connaissent rien et qui arrivent et qui sont passionnés par ce métier. Justement parce qu'ils n'ont pas de préjugés. Donc, c'est parfois très intéressant. Non, c'est vraiment des profils techniques, pointus et passionnés. Vraiment, c'est des métiers de passion, l'agriculture, comme agriculteur. Hein, et donc, c'est vraiment le point clé, je trouve. Alors, comme c'est pas connu, c'est à nous de leur faire découvrir. Et puis, une fois qu'ils ont découvert, souvent... c'est des jeunes qui arrivent et qui veulent plus quitter le métier et qui, en plus, des métiers évolutifs, c'est-à-dire que l'agriculture, elle change, on doit s'adapter, il faut tout le temps se remettre en question et donc c'est souvent des gens qui savent très bien évoluer dans les entreprises. Mais typiquement, alors, Rémi Dumas, moi j'ai une question à vous poser aussi, toute bête, parce qu'on évoquait avec Anne Tissot le fait d'avoir des gens qui ne sont pas issus du monde rural. Alors, il y a une expression qui est terrible, les hors-cadres familiaux, je crois qu'il y a vraiment qu'un fonctionnaire pour avoir inventé ça. Mais est-ce que, si je ne suis pas issu du monde agricole, je peux venir travailler dans la viticulture, dans l'arboriculture, dans le maraîchage? On accueille tout le monde.
Voilà, désolé, je vais reprendre mon exemple, mais moi j'ai employé quelqu'un depuis 3 ans qui est en reconversion professionnelle, qui a 50 ans, qui était conducteur de taxi pendant 15 ans. Il a voulu, il a répondu à mon offre d'emploi, donc il est en CDI aujourd'hui. Voilà, je l'ai formé, on l'a appris ensemble, etc. Donc les hors cadre familial, c'est pareil, c'est-à-dire que il faut qu'ils viennent, qu'ils s'intéressent. Après, la problématique qu'il y a aussi, c'est que des fois, ils n'ont pas l'image aussi de la réalité du métier. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que des fois, ils idéalisent un peu. Voilà. Et le beurre, c'est tous les jours. Donc, se lancer quand on ne connaît pas le métier, de dire je vais avoir des chèvres pour faire des fromages de chèvres, c'est bien, mais il faut derrière avoir de la technicité aussi, être accompagné, entouré. Et voilà, les syndicats sont là, les chambres d'agriculture sont là pour accompagner ces gens-là et leur montrer aussi voilà, les bons côtés, les mauvais côtés, etc. Mais tout le monde peut venir dans l'agriculture. Xavier Thévenot, quels sont les profils dont vous avez besoin aujourd'hui dans le monde des semences ? C'est la beauté de la filière et la beauté de l'agriculture en général, c'est que les profils, ils sont extrêmement vastes. On parlait de sélection, donc ça c'est des métiers techniques qui demandent un savoir-faire qu'on apprend. On a besoin de data scientists, donc maintenant on a de plus en plus d'outils pour mesurer, comprendre le fonctionnement des plantes et des variétés, donc on a besoin de ce type de profil. On a besoin aussi de caristes pour nos usines, de manutentionnaires. Donc vraiment la filière semences et globalement la filière agricole, elle est absolument très vaste. Et ce qui est très intéressant, moi, ce qui me frappe quand je recrute des jeunes, c'est qu'ils viennent pour un métier ou pour une vocation et au fur et à mesure, ils vont d'abord être très passionnés. Donc j'en connais pas qui sont partis après avoir goûté à l'agriculture et goûté aux filières semences. Et l'autre chose, c'est qu'il y a tellement de métiers possibles que c'est un univers d'opportunités qui n'est malheureusement pas connu, pas assez connu. Et une fois qu'ils ont passé la porte de nos entreprises ou de nos exploitations, ils restent et ils deviennent eux aussi passionnés par ce métier. Donc le travail, l'ascenseur social et professionnel, ça fonctionne bien chez vous ? Ah, complètement. Oui. On peut commencer sélectionneur et finir chef de département ou même aller à l'international, parce que il y a une bonne chose aussi avec l'agriculture et la semence, c'est qu'il y en a partout dans le monde. Donc on a des opportunités locales, nationales, européennes. Nous aujourd'hui, on a à peu près 500 postes ouverts. Donc vous allez sur notre site web, on a 500 postes ouverts dans le monde. On en a 200 en Europe. Donc il y a vraiment l'opportunité de travailler partout dans le monde pour rentrer dans cette filière agricole et dans la filière semences. Alors justement, on va parler de la façon maintenant dont vous y prenez pour séduire les jeunes. On évoquait tout à l'heure les rencontres en direct qu'on pouvait faire auparavant au Salon de l'Agriculture. Vous avez lancé un programme qui s'appelle Summertime. Alors c'est quoi Summertime ? Alors Summertime, c'est un nouveau programme de la filière. Donc SEMAI, dans son plan stratégique, a voulu doper vraiment la relation avec les jeunes. Donc la cible 14-18 ans et plus. Et donc a voulu, ce que je disais tout à l'heure, utiliser les canaux de communication des jeunes, utiliser les codes visuels, graphiques, mais aussi de langage des jeunes pour faire une campagne qui permet de décomplexifier la filière, de montrer l'étendue des postes possibles, des carrières possibles, mais aussi pour susciter des vocations auprès des jeunes en partant de leur attente. C'est-à-dire que dans la société d'aujourd'hui, c'est pas une société qui va mettre une offre d'emploi sur un site, ça marche plus comme ça. C'est quelle est l'attente du jeune ou quelle est l'attente du candidat et comment la société peut y répondre. Et donc le point fort de cette campagne, au-delà du look and feel, c'est vraiment de montrer aux jeunes qu'on ait une vocation de scientifique, qu'on ait une vocation de manager ou qu'on ait une vocation de technicien, on trouvera de toute façon une place dans la filière. C'est l'objectif de Summertime. Ce que je vous propose, c'est de regarder immédiatement un petit clip vidéo qui va vous faire comprendre très vite ce qu'est Summertime. Regardez plutôt.
c'est un enjeu pour aujourd'hui et pour demain. On est de plus en plus nombreux sur Terre, il y a des contraintes climatiques et écologiques qui... Alors, on a parlé des secteurs qui recrutent, mais est-ce qu'il y a aussi des secteurs en panne, des secteurs où vous auriez beau mettre des clips vidéo comme celui qu'on vient de voir en place, ça ne marcherait pas? Anne, sans doute, le secteur de l'élevage a priori. L'élevage, le machinisme aussi. Votre micro. Pardon. L'élevage, le machinisme aussi. C'est vrai que ce sont des métiers de passion pour l'élevage. Pas toujours connu, et jusqu'à présent il n'y a pas eu de grande campagne non plus pour susciter des vocations. Donc c'est vrai que dans les écoles, dans les collèges, on n'en parle absolument pas. Déjà tout ce qui est technique, à part les filières générales, on ne parle que des filières générales. On ne parle jamais, c'est jamais une opportunité. On ne parle pas de tout ce qui est à côté. Donc déjà les professeurs qui ne connaissent souvent pas toutes ces filières, les autres alternatives pour faire connaître d'autres métiers, ne peuvent pas en parler à leurs élèves. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire. Et en machinisme, effectivement, il y a une pénurie depuis très longtemps, mais qui est parce que en termes d'image, eh bien on pense à l'aéronautique. J'allais dire que c'est plus facile de trouver un job chez Airbus que de trouver un job chez un fabricant de tracteurs. Actuellement, c'est un petit peu moins vrai, c'est vrai, si vous voulez. Mais ça ne durera pas. Mais peut-être, mais en tout cas, l'image, c'est ça. On préfère, les jeunes préfèrent travailler chez LVMH, etc., dans le luxe. Ça fait pas super chic de dire je vais rentrer dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, c'est une opportunité. Je pense que toutes les personnes qui sont un petit peu, qui sont en stand-by avec la crise sanitaire au niveau de l'aéronautique, le secteur automobile, vont peut-être justement envisager, et c'est ça aussi, envisager des postes dans l'agriculture et donc dans le machinisme, parce qu'il y a une vraie synergie. Alors c'est vrai qu'il y a eu une vraie prise de conscience pendant le premier confinement, et ça continue un petit peu, des gens qui se sont retrouvés au chômage partiel, qui se sont retrouvés en télétravail, et qui se sont rendus compte que finalement leur métier, leurs conditions de vie ne les satisfaisaient plus. Est-ce que ces gens-là, on va les voir un jour arriver dans le monde de l'agriculture? Rémi et ensuite Xavier. Je ne sais pas, mais moi, il y a un mot pour 2020, c'est pédagogie. Et pédagogie, en fait, il se met partout dans notre métier, dans nos filières. C'est-à-dire que quand on mange, derrière, il y a un agriculteur, mais il n'y a pas que l'agriculteur. Voilà, un agriculteur, il fait vivre le marchand de tracteurs, il fait vivre la banque, il fait vivre une assurance, mais aussi un transformateur et la grande surface ou un revendeur. Donc, en fait, on part de l'agriculteur et il y a tous ces métiers derrière. Le problème qu'il y a, c'est qu'on voit tous les métiers, sauf celui de base. Et c'est bien souvent ça le problème. Donc, si on arrive avec de la pédagogie à expliquer nos métiers, parce que c'est l'ensemble de nos métiers où au final on est en pénurie. Xavier, donc là, des reconversions, des changements de vie professionnelle après le Covid, c'est possible? Alors, ce qu'on voit très clairement, c'est en tout cas le retour de la ruralité et un peu l'abandon des villes. Ici, on est à Paris, on peut mesurer très clairement les migrations vers la banlieue, l'éloignement des villes. Donc ça, c'est un facteur vraiment important de reconnexion aussi avec l'agriculture et aussi d'avoir du travail. Quand certaines industries ou certains secteurs sont en difficulté, l'avantage de l'agriculture, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on a besoin de manger 3 fois par jour. Donc il y a besoin de beaucoup de gens, d'agriculteurs, de transformateurs, de distributeurs pour apporter cette nourriture. Et donc toute cette séquence a permis une reconnexion de la société civile avec son agriculture. On entend parler du terme de souveraineté alimentaire. Ça veut dire aussi qu'on découvre que l'origine de l'agriculture et de l'aliment est importante. Et je parlais des valeurs des jeunes, de transition agroécologique, de changement climatique. Tout ça, ça va être de nature à reconnecter les citoyens
et les consommateurs avec le producteur et leur environnement local. Donc c'est très positif. J'espère que ça suscitera des vocations, aussi bien chez les agriculteurs que dans nos entreprises. Alors Rémi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui va formidablement vous aider à faire passer ce message? C'est ce qui s'est passé en France l'année dernière. Parce que on s'est rendu compte que vous faisiez partie, vous les agriculteurs, des personnes essentielles, des personnes indispensables, que c'était plus important d'avoir un agriculteur que d'avoir une chaîne de magasins de biens culturels. Est-ce que ce côté indispensable, ce côté service, ça ne va pas vous aider? Ça va peut-être nous aider. Après, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et en fait, c'est ce qu'on se rend compte une fois où on a besoin d'eux, en fait. Voilà. On a besoin des agriculteurs, des éboueurs, des infirmières. On a besoin de tout le monde. Et c'est vrai que souvent, encore une fois, on regarde ce qu'on mange, mais on ne voyait pas forcément comment c'était fait. Là, maintenant, les gens s'intéressent un peu plus à leur nourriture, comment elle est amenée dans leur assiette. Donc, après, le second problème, c'est qu'il y a le citoyen qui va te dire comment tu dois travailler, donc avec la partie écologie, etc., qui voit de son œil à travers les médias, malheureusement, mais qui ne vient pas voir sur le terrain. Et derrière, il y a le consommateur qui va acheter avec son portefeuille. Et là, souvent, il y a un peu de décalage parce que oui, en France, on produit mieux. On est l'alimentation la plus durable du monde, une des agricultures les plus durables et les meilleures du monde. On a fait beaucoup d'efforts. Quand je disais qu'on a évolué, c'est dans toutes les parties. C'est autant la technologie, c'est la réduction des produits phyto, etc. Mais tout ce qu'on fait, on peut le justifier, on peut le dire, on les fait dans les règles. Des règles qui sont en France beaucoup plus contraintes que le reste. Mais ensuite, si vous voulez, voilà, les gens ils se sont un peu plus intéressés à leur alimentation. Maintenant, il faut qu'ils s'intéressent comment elle est faite, mais qu'ils s'intéressent à travers la réalité de notre métier. Et les reportages qui sont faits jusqu'à présent n'étaient pas forcément en montrant la réalité. Alors là, la semaine de l'agriculture, c'est très bien. On a eu de très beaux reportages sur toutes les chaînes, on les en remercie. Que ça dure de montrer la réalité avec des comparaisons qui sont comparables. Parce qu'il y a ça aussi, des fois on va balancer un nombre, un chiffre par-ci par-là, mais qu'il n'y a pas de sens s'il n'y a pas derrière une explication et qu'on peut expliquer surtout, parce qu'on peut l'expliquer. Et Xavier Thévenot, on le voit bien dans le petit film qu'on a vu il y a quelques minutes, hein, vous vous adressez quand même à une clientèle très très jeune. Et c'est facile de faire passer le message, notamment dans des lieux qui sont plutôt réticents à recevoir ce message. Je pense au collège, au lycée. C'est pas facile, c'est certainement pas facile. Donc cette campagne de communication, elle est audacieuse par la forme, elle est aussi audacieuse par les véhicules de communication. Donc on va être fortement présent sur les réseaux sociaux, à commencer par Insta, comme disent les jeunes, parce que c'est un moyen de les toucher directement. Aujourd'hui, le moyen classique, les fiches ONICEP quand on était jeune, ça marche. C'était bien pour ne pas avoir envie d'aller Voilà. dans tel ou tel métier. Les fiches ONICEP, c'était parfait pour ça. Donc là, on passe quelque part au 21e siècle de la création de vocation, et je crois que ces moyens-là, on va les mesurer bien sûr, mais vont être de nature à attirer les jeunes. Je voudrais revenir sur la ruralité parce que je l'ai pas dit, mais ce qui est aussi important de dire, c'est que les 250 entreprises semencières, on est vraiment ancrés dans les territoires. C'est-à-dire que nos labos, ils sont pas à Paris, ils sont pas dans les grandes villes, ils sont ancrés dans les territoires, donc c'est assez facile à proximité de chez soi de trouver du travail dans les filières semencières, parce que nos labos de recherche, nos usines de production, nos champs de multiplication de semences, on devait avoir un multiplicateur de semences, tout ça sont des choses qui se passent dans les territoires en province. Donc n'hésitez pas à aller taper à la porte si vous avez une vocation. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette campagne, et on va pouvoir aussi toucher tous les jeunes, quels que soient les freins potentiels de l'éducation nationale, parce qu'on voit que des fois, même quand il y a des initiatives positives, on peut avoir des blocages, et donc ça c'est une façon de s'affranchir de ces blocages potentiels aussi. Alors justement, tiens, on va parler d'un sujet qui est important pour séduire la jeune génération. Il y a quelque chose qu'on aime beaucoup dans les entreprises, que Anne, je suppose que chez vous à la France Agricole, vous devez recevoir aussi, c'est les stagiaires de 3e. Et c'est toujours amusant les stagiaires de 3e parce qu'ils sont un peu paniqués, ils savent pas trop bien, ils découvrent le monde, la vie professionnelle. Est-ce que des stagiaires de 3e, Rémi, vous en recevez dans votre exploitation, ou est-ce que des stagiaires de 3e, on peut en retrouver aussi dans les entreprises comme les entreprises semencières ?
Xavier tout d'abord, et Rémi ensuite. Beaucoup de stagiaires de troisième et d'autres. D'ailleurs, il faut quand même reconnaître qu'un des impacts négatifs du Covid, c'est que ça a été très très difficile pour des étudiants de trouver des stages et d'avoir confirmation de stage l'année dernière. Donc c'est vraiment un travail et un engagement qu'on doit tous prendre, de faciliter l'accès aux stagiaires à l'apprentissage, parce que c'est vraiment des moyens. Moi, j'ai un petit jeune qui a participé aux vidéos Summertime. Il nous a rejoint en tant qu'apprenti. Il a découvert et choisi sa filière à cette occasion. Donc les stages et l'apprentissage, c'est vraiment deux moyens idéaux pour découvrir nos filières. Même chose, Rémi? Alors, moi, j'en ai eu un stagiaire de troisième. C'est vrai que bon, il découvre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas lui faire beaucoup de choses avec les réglementations, etc. Mais c'est toujours intéressant. Après, il va y avoir l'association qui va être relancée, c'est Demain je serai paysan, pour promouvoir justement les métiers de l'agriculture à travers le territoire, à travers les classes, à travers des outils pédagogiques pour aller justement capter le jeune public. Parce qu'on se rend compte qu'il faut quand même aller susciter les vocations au plus tôt. Alors c'est vrai qu'aussi avec les jeunes agriculteurs, on va dans les écoles primaires faire des dégustations de fruits, de légumes qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger. Je croyais que vous faisiez des dégustations de vin de l'Hérault. Non, malheureusement non. De jus de raisin par contre, non fermenté. Mais du coup, je pense qu'il faut aller leur susciter l'intérêt et de leur montrer que voilà, on est des jeunes, on parle aux jeunes. C'est pas les paysans, ils n'ont pas tous plus de 50 ans. Si malheureusement c'est la majorité, parce qu'il y a 40% des paysans en 2026 qui vont être en âge de partir à la retraite. Et c'est là le défi du renouvellement des générations, où il est important d'aller dans les classes, de susciter ces vocations, parce qu'on a des métiers qui sont beaux, quoi. Voilà. Mais alors, on parlait de l'image tout à l'heure, qui était un peu une sorte de repoussoir pour les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre repoussoir, c'est celui des salaires? On comparait tout à l'heure avec Airbus. C'est clair qu'un habitant de la région toulousaine qui a une petite formation d'électromécanique et qui va aller travailler chez Airbus va tout de suite avoir un salaire nettement plus intéressant que celui d'un agriculteur. Alors, est-ce que là aussi, il n'y a pas un travail à faire pour expliquer que ce qu'il n'y a pas en salaire, on le retrouve ailleurs? Rémi et Anne ensuite. Mais vous savez, ça fait plus d'un mois qu'il y a des manifestations partout en France. Pour ça, en fait, nous, ce qu'on souhaite, il y a il y a des indicateurs de coûts de production qui sont là. On sait que pour produire 1 litre de lait, c'est tant, 1 kilo de viande, c'est tant. On veut juste être payé ce prix-là. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas ce prix-là. On a des contraintes qui sont plus draconiennes. On est sur des marchés mondiaux et avec pas les mêmes normes. Donc forcément, on joue pas à armes égales. Et donc nos salaires, forcément, on aimerait bien par rapport aux heures de travail que l'on met, qu'ils soient un peu mieux revalorisés. Pareil pour les retraites, où là ça va être 85% du SMIC. Il a fallu se battre corps et âme pour que nos anciens aient quand même un revenu minimum au travers de tout le travail qu'ils ont fourni. Donc une des clés de réussite, forcément, ça va être que nos métiers, que nos produits soient valorisés le juste prix. Anne ? Alors, je voulais rajouter au sein du groupe France Agricole NGPA, nous avons des job boards, de Job Agri et Vitijob pour la viticulture. Et effectivement, ce que l'on constate, c'est que les offres que nous proposons, en fait, sont des offres tout à fait correctes. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Thévenot, c'est que la possibilité de faire carrière et d'avoir vraiment des perspectives d'avenir, elles sont corrélées aussi avec des salaires qui sont tout à fait corrects. Donc, effectivement, si c'est peut-être un petit peu difficile de les faire venir, donc d'où l'importance de les toucher, soit sur Insta, soit sur TikTok, tous ces jeunes, derrière, ils ont la possibilité de faire de belles carrières. Donc c'est ça qui est très important aussi. Xavier ? Oui, je voudrais compléter le propos parce que on ne peut pas regarder une vie professionnelle, surtout pas les jeunes d'aujourd'hui, que sous l'angle salarial. Et en fait, on l'a dit sur la qualité de la vie. On l'a dit aussi sur le côté passionné. Et nous, on constate que des gens qui viennent d'autres univers où potentiellement ils gagnaient mieux leur vie, quand ils arrivent dans des métiers liés à l'agriculture, ils trouvent une
un nouvel épanouissement. Et donc, quelque part, je dirais pas que c'est pas important d'être bien payé, mais les priorités changent. Et la qualité de la vie, le fait d'être connecté avec la nature, le fait de participer à la souveraineté alimentaire, mais aussi à tous les challenges finalement qu'on demande aux agriculteurs, l'entretien du paysage, le stockage du carbone, le respect des normes, eh ben c'est beaucoup plus passionnant que de faire des métiers peut-être dans des industries plus nobles apparemment, mais qui sont beaucoup moins finalement intéressantes. Et la nourriture intellectuelle est aussi importante que la nourriture de l'estomac. Rémi Dumas, justement, votre ancien chauffeur de taxi, qui est devenu un de vos collaborateurs, ça a dû quand même lui faire un choc de passer de la voiture où il était assis 8 heures par jour à la viticulture. Je ne sais pas ce qu'il fait dans votre exploitation, mais c'est un autre métier, un autre univers et une autre façon de vivre. Il fait un peu tout, mais en fait, le fait de sortir aussi de cet habitacle de la voiture, d'être au grand air, ça lui a changé l'esprit. Alors après, on s'adapte aussi. Et quand je vous dis qu'on évolue, c'est-à-dire que moi, son poste de travail, il y a des choses que je lui fais pas faire ou faire différemment, parce que voilà, on s'adapte. Donc forcément, ça change. Après, il avait la tranquillité d'être salarié, parce que mine de rien, il était taxi, donc son propre patron. Donc, et c'est là aussi où on est chef d'entreprise. On est agriculteur, mais on l'oublie souvent, on est chef d'entreprise, on a des décisions à prendre, on a une gestion de notre exploitation à faire. Et lui, il avait plus envie de se prendre la tête avec tout ça, donc il a préféré être salarié. Quitte à changer, il a essayé. Voilà, il a essayé et puis ça lui plaît. Et voilà, mais comme je vous dis, après on s'adapte et je pense qu'on est un métier où on peut s'adapter. Après, forcément, il y a des choses qu'on doit faire. Donc là il taille un plantier, donc il est tout courbé toute la journée, mais ça fait partie du job, c'est quelques semaines dans l'année. Et puis après, ce qui est intéressant aussi dans nos métiers, c'est que c'est rare, à part pendant les vendanges ou tailler, où on fait pendant 2 jours d'affilée la même chose. Donc c'est toujours intéressant et on peut s'adapter. Le matin on fait quelque chose, l'après-midi autre chose. C'est divers et varié, et on change de position, etc. Et tout ça, on le fait parce qu'on a évolué. Et donc voilà, c'est un métier où on fait plein de choses. Alors moi, il y a une question que je voudrais vous poser à tous les trois. On a bien compris qu'il y avait du potentiel, il y avait des offres d'emploi potentielles. On va reprendre l'exemple du salon de l'agriculture. Moi, j'ai l'impression que ce salon, on pourrait l'appeler du point de vue de l'emploi, le salon des occasions manquées. Parce que moi, je rêve d'un salon de l'agriculture où, si j'étais jeune, j'aurais la possibilité de trouver un emploi et de repartir. Alors j'ai peut-être un contact avec Rémi Dumas, j'ai peut-être un contact avec Xavier Thévenot, ou pourquoi pas aussi avec nos confrères de la France agricole, et de repartir avec mon job sous le bras. Et j'ai l'impression que ça n'est pas possible, que c'est quelque chose de limite tabou. Est-ce qu'il n'y a pas un grand loupé quelque part là ? Que la porte de Versailles, c'est bien, c'est la plus grande ferme d'Europe, mais c'est pas la plus grande agence de recrutement d'Europe. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'il y a quand même la PECITA, la NEFA, toute une plateforme justement pour accueillir les jeunes, plus les écoles tout autour, AgroParisTech, l'IDREA, enfin toutes les écoles à côté qui justement essayent il y a des jeunes sur les salons, les stands, de manière à discuter avec les jeunes. On va plus aller vers un plus jeune si on est étudiants plutôt que vers d'autres personnes. Donc il y a quand même des plateformes, il y a des murs d'annonces. Faut-il encore les voir ? Faut-il encore... Alors je suis d'accord que c'est pas toujours évident, mais ça c'est récent en fait, la prise de conscience du renouvellement, de la crise de la pyramide d'âge et de ses conséquences, elle est finalement relativement, vous avez raison là de ce côté-là, peut-être récente, et il y a donc une accélération parce qu'il y a 5 ans là qui vont être cruciaux pour justement bouger. Mais il n'y a pas que, je pense que dans d'autres salons, il y a cette volonté, et puis toutes les entreprises qui sont, tous les exposants ont justement à chaque fois quelques annonces et ils en profitent pour en parler. Donc, Xavier ? Oui, je pense qu'il y a d'autres événements aussi que le salon de l'agriculture. Il y a beaucoup d'événements maintenant orientés autour des forums carrières, des forums emploi en région qui permettent aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir les métiers de l'agriculture. Donc tout ça, c'est à valoriser. Peut-être que c'est pas fait assez, donc ça c'est vrai. Ce sera le prochain étage de la fusée pour vous ? Peut-être, oui. Mais pour l'instant, vraiment l'objectif, c'est de faire connaître cette campagne, donc summertime.com, d'aller dessus, de liker les vidéos et les posts Insta pour que
voilà, le plus grand nombre connaissent les métiers de l'agriculture, sachent à qui s'adresser pour trouver un emploi, trouver une carrière. Et puis, on parlait de la formation aussi, donc reboucler avec les écoles d'agriculture, les écoles d'ingénieurs, les écoles de techniciens pour susciter ces vocations. Et encore une fois, il y a tellement de choses à faire pour transformer l'agriculture vers ce que demande et attend la société qu'il y a des opportunités pour un grand nombre de jeunes. Faut savoir les saisir et il faut savoir où on veut aller. Et une fois qu'on sait où on veut aller, on pourra trouver son chemin dans l'agriculture. Et ça peut aller très vite. Les prises de décision, les recrutements. Oui, ça peut aller très très vite. Moi, je viens de finaliser un recrutement, ça s'est fait en un mois, donc c'est très rapide. Oui. C'est formidable. Chez les jeunes agriculteurs aussi, vous êtes, outre le fait d'être jeune et agriculteur, vous êtes aussi des recruteurs potentiels ? Mais tous les agriculteurs sont recruteurs à un moment ou à un autre de l'année. Il y a très peu d'agriculteurs qui travaillent seuls sur des petites exploitations. Donc voilà, on est tous en recherche. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher. Alors, on travaille avec Pôle emploi, mais comme les métiers sont pas attractifs, ou alors les personnes se disent aussi je ne suis pas qualifié pour le faire, ou je n'ai pas les compétences pour le faire. Il y a de multiples tâches qu'on peut faire sans compétences vraiment dans l'agriculture. Par exemple ? Je sais pas, voilà. Tirer des fils pour faire le palissage d'une vigne, c'est le premier exemple qui vient dans l'esprit. Mais il y a plein de petites tâches qu'on peut faire dans les exploitations qui ne sont pas forcément besoin d'être qualifiantes, ou alors qui peuvent être apprises et avec un peu de tuilage les premiers jours. C'est vrai qu'après, il y a des choses un peu techniques, mais qui, au final, au bout de 2-3 jours, peuvent s'apprendre facilement. C'est vrai que la cueillette, par exemple, c'est vrai qu'il avait été annoncé, il faut vite des bras pour l'agriculture, etc. On s'est retrouvé où il n'y avait pas tant de personnes que ça qui sont venues. C'est la réalité. Et la deuxième réalité, c'est que dans certains moments, voilà, je reprends la cueillette des fraises, où il y a une petite technicité à avoir, mais elle s'acquiert au bout de 2-3 jours. Donc ça peut se faire. Il suffit que la personne soit motivée de le faire. Et après, voilà, il y a plein de choses où on peut faire dans l'agriculture qui ne sont pas forcément besoin d'être qualifiantes. Et je crois qu'il y a aussi une notion, vous me direz si je me trompe, mais qu'on connaît dans d'autres secteurs, c'est celle du compagnonnage. En fait, on va commencer chez vous, par exemple, dans l'Hérault, sur un métier, on va partir peut-être aller travailler dans une entreprise semencière. Enfin, les carrières, elles se font aussi au fil de l'eau. Complètement, à la fois par la diversité des métiers, par la diversité des implantations géographiques, on peut très bien avoir un itinéraire professionnel qui nous fait découvrir de nombreux pays et aussi découvrir de nombreux modèles d'agriculture, parce que en France, on a la chance d'avoir tous les modèles d'agriculture et je crois qu'il faut surtout pas les opposer, et c'est peut-être ça aussi qui redonnera des vocations en élevage ou dans des secteurs où on a un peu plus de mal à recruter. Arrêtons d'opposer les modèles et félicitons-nous collectivement d'avoir cette agriculture la plus durable du monde grâce aux agriculteurs et à tous ceux qui les aident à faire ce formidable métier. Rémi ? Oui, je pense que c'est ça. C'est vrai qu'on a une facette différente de toutes les agricultures, de tous les modèles et surtout de toutes les filières en France. Et du coup, on peut commencer au début de la chaîne en n'étant pas trop qualifié, mais après, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de qualifications à avoir pour être ensuite quand même chef d'exploitation ou conducteur d'engin, etc. Donc, c'est des métiers qui sont qualifiants au final, qui quand même demandent pas mal de qualifications, mais a contrario, il y a des tâches qui peuvent être faciles. Donc du coup, on peut faire quand même un parcours à travers la France ou le monde, mais aussi dans une même exploitation, de débuter au plus bas et de commencer à faire des tâches faciles. Et puis au fur et à mesure, ensemble, des montées en compétences. Alors Rémi, il nous reste 1 minute 20. On va se livrer un petit exercice tous les deux. Imaginez que je sois un jeune, bon c'était il y a longtemps, un lycéen, essayez de me convaincre que votre métier, c'est le meilleur métier du monde. Allez-y. Tu vas travailler avec du vivant. Tu vas travailler avec la nature. Tous les jours, tu vas évoluer dans ton métier. Tu vas apprendre de ton métier. Tu vas rencontrer de nombreuses personnes, du plus modeste à l'ingénieur. Donc, voir une facette une multitude de personnes. Tu vas aussi grandir avec ton végétal ou ton animal. Donc, ça, c'est important. Tu vas vivre avec ton métier. Le métier, il va t'imprégner tous les jours. Donc c'est vrai que c'est ce qui est un peu des fois compliqué, c'est de se détacher aussi de son métier. Mais du coup,
tu vas t'épanouir parce que tous les jours, tu vas découvrir quelque chose. Et en plus, dans la nature, tu tournes la tête, il y a un oiseau, il y a quelque chose, il y a un tracteur, ou il y a des gens qui passent. Et tu as toujours quelque chose à raconter. Et en fait, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu vas travailler autant manuellement qu'avec de la technologie. Donc, il y a toutes les facettes dans notre métier. Et surtout, la plus belle à la fin, la récompense, c'est que la personne, quand elle va se mettre à table, en famille ou avec ses amis, elle va déguster ton produit. Donc, c'est-à-dire que gustativement, il va être bon parce qu'il va être produit sur nos terroirs. En France, on a tous les territoires, tous les terroirs, et on le voit par exemple, je vais prendre le vin, mais on a vraiment une multitude de vins différents dans notre territoire. Donc voilà, quand à la fin tu te mets à table avec des amis ou ta famille et que tu vois ces bons produits et que tout le monde se régale, ben c'est la plus belle récompense pour nous. Merci beaucoup Rémi Dumas, merci Xavier Thévenot, merci Anne Leca. Vous le voyez, hein, ce sont des métiers, certes, mais des métiers où la passion n'est pas loin derrière. À très bientôt.